Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je suis Guillaume Degoulet, nous nous retrouvons pour le 8e épisode déjà pour attraper la balle au bon et décortiquer les moindres rebonds de l'actu sous les paniers. Ce vendredi, on garde le cap avec une première traversée de l'Atlantique, direction les playoffs NBA. La semaine dernière, on s'était quitté avec une seule affiche connue en demi-finale de conférence, Golden State New Orleans. Cette fois, on est déjà plongé au cœur de l'action avec Houston-Utah, mais aussi Toronto-Cleveland et Boston-Philadelphie. Des demi somme toute plutôt carrés, puisque dans 6 séries du premier tour sur 8, seuls 2 ont accouché d'une surprise, et encore je mets des petits guillemets à surprise. Là aussi, il y a eu surprise, je parle évidemment de Kaunas, qui s'est qualifié pour l'autre événement basket qui arrive à la fin du mois de mai à Belgrade, le Final Four de l'Euroleague. On fera un point sur les affiches, la paire Luka Doncic et les Français présents. Mais avant de parler de tout ça, il est temps pour moi de vous présenter le casting du jour. Il a séché l'émission la semaine dernière pour aller planter quelques shoots et revient en pleine forme, c'est Amaury Perdrio. Salut Amaury. Salut, bonjour à tous. Son complice est lui extrêmement assidu depuis sa première, c'est Gaëtan Scherer. Bonjour Gaëtan. Je ne m'arrête plus, salut à tous. Et enfin, depuis sa terrasse ensoleillée, au-dessus de son duplex sur Central Park, notre correspondant préféré Maxime Mallet, pour qui Skype n'est absolument pas une limite. Hello Max. Bonjour. Voilà, vous savez tout, on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. Allez, on attaque direct, tout simplement par le meilleur joueur du monde en ce moment, et même peut-être depuis ces 10 dernières années. Je parle évidemment de LeBron James, qui mène tranquillement sa série de playoffs à lui tout seul contre Toronto. Il avait déjà qualifié ses Cavaliers dans le match 7, 45 points, tranquillou. Là, la nuit dernière, il a encore pété les compteurs, 43 points en 40 minutes, 8 rebonds, 14 passes. Qui peut empêcher LeBron James de jouer aujourd'hui, Gaëtan ? Personne, hein ? Oui, personne. En tout cas, meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui fait un match à 26 points, 13 rebonds, 11 passes et qui dit que c'est l'un des pires matchs de sa saison. C'est ce qu'il avait fait au match 1 contre Toronto. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, on ne va pas y revenir longuement, mais son match 7 face à Indiana est comme un chef-d'œuvre du genre. Voilà. C'est l'un de ses plus grands matchs en carrière. Oui, personne ne peut l'arrêter. Je pense qu'il a montré la nuit passée au match 2 à Toronto pour aller prendre sa 2e victoire d'affilée. Il a montré qu'au-delà, en plus de ses capacités de gestionnaire, de sa polyvalence, que quand il voulait scorer, il le faisait comme il voulait, quand il voulait. Il a réussi 7 shoots fadeaway absolument exceptionnels aujourd'hui en deuxième mi-temps. J'ai une statistique, il marque ou il passe sur 45 des 67 points marqués par Cleveland en deuxième mi-temps. C'est juste 2 points de moins que ce qu'a marqué Toronto au total. Donc à lui tout seul, il compense tout l'effectif canadien. Oui, il est seul au monde. Ça continue. Ouais. On dit ça depuis 2 semaines, mais il continue. Tu parlais de son fadeaway jump shot. Dans le 4e quart-temps, notamment, il enchaîne les shoots en reculant. Cette marque de fabrique, notamment, qui était celle de Michael Jordan. C'est une vraie évolution dans son jeu, ça, Amaury, à LeBron James ? On peut dire qu'il l'a toujours un peu eu, mais ce qui est impressionnant sur ceux qu'il a pris la nuit dernière, notamment, c'est qu'il recule de plus en plus. Donc, il utilise de moins en moins ses jambes. Et en fait, face à ça, il n'y a rien à faire parce qu'il est tellement tanké, on va dire, au niveau du haut du corps, et il arrive à mettre de la hauteur dans son tir. Au final, le tir, il rentre. Et pour rebondir sur son rôle dans cette équipe de Cleveland, il est inarrêtable, et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de rendre Cleveland inarrêtable. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, on savait qu'il pouvait aller gagner des matchs, mais que ça pouvait être serré, notamment face à Indiana. Et là, contre Toronto, il a réussi à embarquer avec lui ses coéquipiers, ce qu'il a fait sur le match 7. Je pense notamment à Kevin Love hier, qui nous fait un match extraordinaire. On ne l'avait plus vu en telle forme, en tout cas depuis des semaines, puisque Gaëtan aime bien les chiffres, moi j'en ai d'autres aussi à donner. Love, hier, c'est 11 tirs marqués. La dernière fois qu'il avait fait, c'était en novembre, cette saison. Il a fait qu'une fois cette saison, et même chose pour le nombre de tirs tentés. Il en a tenté 21. C'était pas arrivé depuis le 25 décembre. Comme le dit Gaëtan, quoi. LeBron James, il a cette capacité non seulement à être surperformant, il est à son niveau extraordinaire tout seul, mais maintenant il est en train d'embarquer ses coéquipiers avec lui, et au-delà de ça, il y a Jeff Green, George Hill, les role players sont en train de trouver leur place, et on a tapé sur Cleveland pendant des semaines en disant ils sont pas prêts, mais il faut pas oublier qu'on leur a demandé d'être prêts au même niveau que leurs adversaires, alors qu'ils ont eu 6 mois de moins de préparation, ils ont tout changé en février. Donc je pense que maintenant ça doit rouler contre Toronto, et le vrai challenge, ce sera la finale de conf. Max, ça va pas un peu piquer du côté de la NBA quand on va remettre le titre de MVP à James Harden ? C'est pas plutôt LeBron James qui devrait le récupérer lors de la cérémonie des awards ? C'est chaque année le problème avec le titre de MVP, encore plus depuis l'an dernier, puisque maintenant on remet le titre seulement le 25 juin.
lors d'une grande cérémonie. D'habitude, on le remettait début mai, là, c'était ces jours-ci d'habitude. Et donc, c'est vrai que les performances en play-off, qui ne sont pas prises en compte, puisque le vote a été fait entre la fin de la saison régulière et le début des play-offs, marquaient moins et suscitaient moins, on va dire, la polémique. C'est vrai que maintenant, quand on donne le titre fin juin, quand il y a un joueur qui a tout cassé comme LeBron James en play-off, ça fait un peu bizarre. Mais le titre de MVP est sur la saison régulière, et c'est vrai que sur la saison régulière, on voit que LeBron James, il régule sa vitesse, quoi. C'est comme une voiture, il a la vitesse de croisière sur la saison régulière, tranquillou, et puis il enlève ça au moment des playoffs et on voit ce que ça donne, quoi. C'est la destruction totale d'une équipe, de son moral, de son mental, d'une ville. C'est un peu le nouveau maire de Toronto qui se permet de se couper les ongles tranquillement pendant un temps mort, pendant le match, qui annonce le matin même qu'il va les exploser en faisant des faits de way jump shot. C'est ce que Kevin Love a dit, que le matin il lui avait dit ça. Donc c'est assez impressionnant à voir. Oui, parce que la série va filer à Cleveland. Finalement, ces Raptors qui, une nouvelle fois, ont dominé la saison régulière à l'Est, on a la confirmation. On avait déjà eu pas mal de doutes sur le premier tour qui a été compliqué face à Washington. Ces Raptors, ils n'ont absolument pas la moelle nécessaire pour aller en finale de conférence Est, tout simplement. Ouais, moi, à titre personnel, je le trouve extrêmement décevant, et notamment sur cette série-là, puisqu'on a dit que cette année, plus que les autres, ils étaient censés avoir le fond de jeu, le banc pour pouvoir venir éclater une équipe de Cleveland qui était à la ramasse. Et au final, ils sont décevants sur tant de points de vue. Je pense déjà notamment à Serge Ibaka, qui a disparu de la circulation. Il est à 13 points de moyenne, je crois, sur la saison régulière. Il est à peine à 5 depuis le début des playoffs, et la nuit dernière, il est à 2 points. Même son entraîneur sait pas ce qui lui arrive. Et le plus flagrant, en fait, c'est que les excuses que se cherchent les Raptors ne sont même plus basket. Les arguments maintenant qui sont avancés pour aller à Cleveland, c'est dire il faut jouer en équipe, il faut qu'on se remette d'aplomb mentalement, physiquement, trouver un groupe solidaire. C'est le genre de choses qu'on doit faire pendant la saison régulière. Ils ont dit qu'ils l'avaient fait, que cette année c'était plus fort que les années précédentes, et au final on se rend compte qu'en 2 matchs, tout ça a volé en éclats, et il n'y a plus d'équipe de Toronto, et basta, quoi. La différence entre un joueur star, DeMar DeRozan, et puis un extraterrestre, LeBron James, ça se mesure aussi là-dessus, tout simplement, Gaëtan. Oui, c'est la différence entre une superstar et une star. Après, s'il fallait relativiser un tout petit peu, je dirais que Toronto n'est pas passé si loin que ça. Ils avaient même une sur le main match 1, et demie en tout sur le match 1. Il termine le dernier quart-temps à 21 sur 25 au tir. Ils ratent leurs 11 derniers tirs du quart-temps, et ils terminent une dernière possession pour égaliser. Raté 6 shoots de suite sous le panneau. Là, après, c'est vrai qu'ils font face. Au match 2, ils font vraiment face à la meilleure version des Cavs qu'on a vu depuis très longtemps. C'est-à-dire des Cavs qui ont réussi à réintégrer Tristan Thompson, qui implique Kevin Love en première mi-temps, et LeBron qui achève en deuxième. Mais malgré ça, si Cleveland réussit à pousser sur cette dynamique, on ne voit pas cette équipe de Toronto avoir une marge de manœuvre suffisante pour s'élever à ce niveau. Je pense qu'il y a un problème au niveau du coaching, où à un moment il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que Dwayne Casey est le coach pour cette équipe ? Il ne fait pas assez jouer Jonas Valanciunas, qui selon moi il joue 25 minutes par match pendant ses playoffs, doit avoir un impact plus important, et c'est pas à cause des problèmes de faute. Il est friable à le mettre dans le 4e quart-temps. Il est capable de mettre des 5 assez improbables avec CJ Miles au poste 5. Il y a des vraies questions à se poser, et je suis pas sûr qu'il se trouve les bonnes solutions d'ici l'élimination. Et en 5 secondes, je rappelle que le shoot de la gagne de la fin du match 1 est tenté par Fred VanVleet, qui est blessé à l'épaule et qui a pas joué depuis 10 minutes. Et c'est à lui que revient la responsabilité d'aller tenter de sauver son équipe dans le match 1. Ça prouve qu'il y a un manque de cohérence. Totalement un problème, ouais. Cette série, c'est sans doute joué donc sur ce 113 à 112, sur ce match 1, tout simplement. On peut difficilement imaginer les Raptors aller mordre dans les mollets des Cavs sur les 2 matchs suivants. Oui, c'était un peu la sensation de tout le monde ici, parce que c'est vrai qu'il y a cette barrière psychologique des Raptors qui ont été éliminés les 2 dernières saisons par les Browns, qui en sont à 8 défaites de suite contre les Browns, les Raptors, c'est la 7e fois qu'ils sont menés 2-0 dans une série. Ils n'ont jamais réussi à se qualifier dans cette configuration. Les LeBron James, c'est la 22e fois qu'ils mènent 2-0 dans une série. Il n'a jamais été éliminé. Donc, c'est vrai que l'impression, c'est que c'est fini pour les Raptors. Puis, il y a surtout le 3e quart-temps a été assez terrible à voir. Moi, j'ai eu les yeux et les oreilles qui ont saigné pendant la conférence de presse, parce que on a eu DeRozan et Laurie qui étaient là, qui étaient un peu apathiques. Et Laurie qui a eu cet aveu d'impuissance en disant il faut qu'on mette de l'énergie d'une certaine manière, il veut quelqu'un. C'est-à-dire que les 2 leaders, au lieu de dire on va prendre les choses en main,
ça va saigner un peu au figuré, quoi, avec une équipe qui va rentrer dans l'art, qui va peut-être faire des grosses fautes, des choses comme ça, qui va en gros montrer du caractère pour un peu déstabiliser les Cavaliers. C'est il faut trouver quelqu'un qui va avoir un peu le feu dans cette série. Donc, c'est pas la recette pour renverser la situation. Bon, ça semble en tout cas extrêmement compromis pour Toronto. Même question pour Philly. Est-ce que c'est déjà fini pour Philadelphie, là aussi mené 2-0 par Boston, toujours on le rappelle, privé de sa star Kyrie Irving. Sur le match 2, Joel Embiid annoncé comme l'intérieur dominant, 20 points, 14 rebonds, mais quand on regarde le pourcentage de réussite au shoot, 8 sur 22, 36%. Est-ce que le process n'est pas un peu rouillé après un premier tour finalement trop confortable face au Miami Heat, Gaëtan ? Je dirais deux choses, c'est que les Sixers sont pas encore finis et que le problème est moins aujourd'hui Joel Embiid, je pense, que Ben Simmons. C'est d'autant plus flagrant à la sortie du match 2 où Ben Simmons a marqué 1 point. C'est la première fois en carrière qu'il n'a pas mis un panier dans un match et il a été complètement étouffé par la défense des Celtics qui est exceptionnelle depuis le début de la série et notamment Al Horford, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais sur Philadelphie, je pense qu'ils ont ils ont le niveau. Joel Embiid est plutôt au niveau en attaque. En défense, il est à la rue. En attaque, il fait plutôt le boulot. Les shooters sont plutôt au rendez-vous parce que JJ Redick fait un excellent match 2. Covington est présent également au match 2. Philadelphie, de toute façon, ils ont ce manque d'expérience à ce niveau de la compétition. C'est sans doute compliqué pour eux à l'extérieur. Ben Simmons n'a toujours pas de shoot extérieur et aujourd'hui, on a vu à quel point ça montrait ses limites. Les statistiques sont totalement contre Philadelphie. Quand Boston met 2-0 dans une série, ils sont à 36-0 dans l'histoire. Quand Philadelphie perd 2-0 après une série, ils sont à 0-11. Donc c'est mal barré. Bon, on va passer à la série suivante. Merci. Mais je pense sincèrement que ce qu'ils ont montré à Miami, c'est-à-dire répondre à l'agressivité comme ils l'avaient fait face à Heat au premier tour, leur capacité à être vraiment exceptionnelle à domicile, peut pousser cette série en 6, peut-être 7 matchs. Mais Boston, c'est quand même quelque chose. C'est époustouflant, mais de par la qualité de cette jeunesse, quoi. Un petit mot sur le coach, peut-être, non, c'est... De Brad Stevens, mais en fait, on en parle tout le temps avec Gaëtan. C'est cette capacité de ce coach à tirer le meilleur de ses joueurs, quel que soit leur âge, quelle que soit leur position, quel que soit leur background et d'où ils viennent. Et au final, on a un joueur aujourd'hui comme Jason Tatum qui survole ces playoffs, qui nous offre un niveau de jeu qui est... c'est beau à voir, c'est léché, ça joue bien. Pour revenir sur ce que disait Gaëtan, Philadelphie a largement les moyens de rivaliser avec cette équipe. Statistiquement, dans les matchs, ils sont au-dessus partout, sur les points marqués, sur l'adresse, sur les rebonds, sur les passes, tout, partout. Seul problème, c'est où est la défense de Philadelphie ? Ils ne défendent pas. Et on a parlé de l'agressivité qui existait dans la série face à Miami, qu'on ne retrouve pas du tout face à Boston. Et en fait, je pense que Philadelphie va devoir apprendre à jouer avec du vice, avec de la niaque, à mettre des coups et à avoir du répondant. Après, pour Boston, on se retrouve avec un premier match où ils sont sans Jaylen Brown, donc une grosse star encore en plus en moins. Ils s'en sortent magnifiquement, ça joue bien, ils profitent de toutes les largesses défensives de Philadelphie. Voilà. Après, à Philadelphie, au Wells Fargo Center, ce sera vraiment différent, je pense. Il y a moyen de prolonger la série. Par contre, gare à pas perdre le match 3, sinon ça sera plié beaucoup plus vite que prévu. Et là, dans ce cas-là, ce sera une vraie déception du côté de Philadelphie. Brad Stevens, c'est Greg Popovich. Il a créé un environnement tellement sain et un système tellement cadré qu'on a l'impression qu'on pourrait enlever n'importe quel joueur et le remplacer par n'importe quel autre second couteau, que ça marcherait quand même et que ces joueurs ils s'épanouissent tellement et ils progressent tellement sous ses ordres qu'ils pourraient briller comme le fait Terry Rozier, qui est aujourd'hui le meilleur marqueur et le meilleur passeur des Celtics en play-off. Terry Rozier. Drew Bledsoe. La comparaison Greg Popovich, Brad Stevens, Max, ça te paraît correct ou Gaëtan a totalement perdu la tête ? Non, il y a aussi c'est une comparaison valable. Il y a aussi une comparaison avec un des disciples de Pop qui est Quinn Snyder d'Utah. C'est les deux, on en parlera un petit peu plus tard. Je vais un peu vite en besogne puisqu'on parlera un petit peu plus tard de l'Ouest, mais c'est vrai que c'est les deux coachs où on a l'impression que il y a des ajustements sur le plan de jeu, il y a une capacité à exploiter des joueurs que d'autres équipes n'auraient pas voulu, qui font toute la différence et même dans ces playoffs, qui permettent pour Brad Stevens de dominer une équipe de Philadelphie qui fait l'apprentissage des playoffs parce que les playoffs c'est dur d'y arriver, de débouler comme ça après 5 ans de
de performances toutes pourries et de comme ça sur un claquement de doigts aller en finale de conférence. C'est vrai que ça se passe pas trop comme ça. En général, les équipes qui vont en finale de conférence, c'est des équipes qui ont un peu d'expérience. Et même si Boston, il leur manque des joueurs comme Kyrie Irving et Gordon Hayward, ils ont quand même un groupe aussi où il y a cette expérience-là avec Horford, avec Smart, avec le coach. Et donc, c'est vrai que c'est important dans ces moments-là. On voit Philadelphie qui s'effrite un petit peu quand ça devient dur. Tu voulais dire, Gaëtan, un petit mot sur Al Horford, je crois, qui est Oui, l'un de tes joueurs préférés. Alors, c'est absolument pas un de mes joueurs préférés. Tu devrais. C'est même quelqu'un qui ne m'intéressait pas plus que ça. Non, mais souvent dans des équipes pas très sexy, si je peux me le permettre. Il était passé par Atlanta, et Atlanta, c'était déjà un peu cette équipe qui, à chaque fois, allait en play-off. Personne s'y intéressait. C'est un joueur dont on parle peu, c'est ça que je veux dire, en fait. Voilà, totalement. C'est un joueur dont on parle peu, mais qui est en train de montrer que c'est un joueur de classe mondiale. Enfin, jamais on en a parlé. Défenseur de l'année, on n'a jamais parlé. MVP, encore moins. Et pourtant, c'est un gars qui est en train de réussir à tenir Joel Embiid, qui est le joueur le plus constant des Celtics depuis le début de la série. J'ai fait un petit jeu l'autre fois avec un ami où on s'était dit on va citer les 5 meilleurs joueurs de Boston dans l'ordre, du meilleur jusqu'au moins bon, parmi les 5 de départ. C'est infaisable, sauf pour Al Horford depuis le début des playoffs, qui sera, quoi qu'il arrive, numéro 1. Mais cet effectif de Boston est tellement dense qu'après, derrière, c'est impossible à dire. Bon, bah écoute, on va se dire que la finale de l'Est, elle est déjà pliée, donc on se retrouve dans une semaine, Cleveland-Boston. Ça vous va tous ? Ou je vais vite en besogne en faisant ça ? Peut-être un peu vite quand même, parce que, comme a dit Gaëtan, il ne faut pas enterrer Philadelphie tout de suite. Ils sont capables de gagner leurs 2 matchs à la maison, et dans ce cas-là, on se retrouve, comme d'habitude, avec ce match 5, qui sera à Boston et qui sera décisif, puisque ça offrira une balle de match derrière au vainqueur. S'ils en lâchent un à domicile, ça risque d'être compliqué d'aller en gagner un de plus à Boston. Mais effectivement, après, que ce soit une finale de conférence Cleveland-Philadelphie ou Cleveland-Boston, quoi qu'il arrive, c'est très 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 sexy. Imaginez juste si Kyrie Irving était resté à Boston, on se dirigeait vers une finale. S'il n'avait pas été blessé, on se dirigeait vers une finale. LeBron. Voilà, vers une finale de conf entre le maître et l'élève, celui qui voulait montrer qu'il pourrait diriger une équipe contre son ancien. Ça aurait été incroyable. C'est l'année prochaine, peut-être. On espère. Allez, ça, c'est pas l'année prochaine, c'est en ce moment, c'est de l'autre côté, dans la conférence Ouest. Houston, Utah, et petite surprise, non seulement Utah s'est qualifié pour le 2e tour des playoffs, mais surtout Utah tient tête aux Rockets, meilleure équipe de la saison régulière, en ayant perdu le premier match, certes, mais en ayant surtout remporté le 2e. Est-ce qu'on est à plein, Max, toi qui as vu Utah il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'on est à plein dans le duel Gobert-Capella ? Est-ce que de l'issue de ce duel dépend l'issue de la série entre les Rockets et le Jazz ? Une partie, après c'est difficile de réduire à ça quand on a sur le terrain, on a Chris Paul, on a Donovan Mitchell, on a James Harden, après on a des shooters aussi des deux côtés, donc c'est un vrai match complet où tout le monde va contribuer, où tout le monde doit apporter, où chacun doit savoir s'adapter. On a vu, c'est vrai que pour Utah c'était un petit peu difficile ce premier match puisqu'ils avaient même pas 40 heures entre leur qualification contre OKC dans des matchs hyper tendus, hyper serrés et hyper musclés qui pompent pas mal d'énergie. Et le début du 2e tour à Houston, la meilleure équipe de la saison régulière, ils ont eu 2 jours après, pas de repos, mais 2 jours complets sans match avant le match 2. Et on a vu que, comme j'en parlais un petit peu avant, Quinn Snyder a réussi à revoir le plan de jeu, à mettre quelque chose en place qui a un peu pris de court les Rockets et à aller piquer ce match 2 pour donner un intérêt tout particulier à cette série. Il faut rappeler quand même que Houston, c'est une équipe qui vit et meurt, peut-être un peu moins cette saison, mais qui vit et qui meurt par le shoot à 3 points. Le match 2, ils en mettent 10 et Utah en met 15. Donc déjà, la messe est dite. À ce moment-là, Utah qui marque 10 paniers à 3 points sur peut-être 40 tentatives, c'est déjà se tirer une balle dans le pied. Pardon, Houston, je fais confusion justement. Mais au-delà de ça, il y a quand même de vraies carences défensives sur les rotations défensives. Ils n'ont pas réussi à s'adapter à Donovan Mitchell qui nous sort un... Est-ce qu'ils n'ont pas pris un peu le Jazz de haut après le premier match facilement gagné, après un premier tour facilement maîtrisé en se disant, bon, ouais, ok, il y a Rudy Gobert, ok, Donovan Mitchell, Rubio joue pas ou pas beaucoup. C'est ce qui est ressorti, je pense, de cette rencontre aussi, de dire, voilà, on a gagné le premier match assez facilement, et au final, on a peut-être une équipe qui, face à nous, ne pourra pas proposer assez de fond de jeu pour pouvoir nous embêter, et ils se sont peut-être déjà projetés
au-delà, après, ce match lâché à domicile, ça peut relever que de l'accident. Et en fait, c'est tellement incertain que le match 3 peut très bien tourner en faveur de Utah qui va évoluer à domicile, mais je vois aussi très bien Houston capable de surréagir et d'en mettre 30 à Utah parce que ils vont mettre 5, 6, 7, 8 paniers à 3 points de plus et on n'en parlera plus. On va dire, ok, Utah, avec ce jeu-là, ils pourront pas y aller, quoi. Théorie de l'accident, tu la partages aussi, Gaëtan, pour les Rockets ? Non, je pense pas. Ce Jazz a une capacité d'adaptation et d'ajustement de match en match qui est assez impressionnante. Entre le match 1 et le match 2, par exemple, ils ont décidé de sortir de la boîte un Dante Exum sorti de nulle part, de le mettre en défense sur James Harden. Ils l'ont exhumé. Voilà, merci très beaucoup, bon, Maxime. très bon. Très bon. Et qui ont réussi, et Dante Exum a réussi ce que Jay Crowder n'a pas réussi au match 1, c'est-à-dire à tenir James Harden, à ne changer sur aucun écran, à se faire une boîte. Voilà, il s'est fait une mission et il a réussi. Derrière lui, il a un Joe Ingles qui est juste peut-être le meilleur shooter des playoffs depuis le début de la série, qui est à 7 sur 9 au match 2. J'ai regardé, Joe Ingles a marqué plus de 3 points que Klay Thompson et que JJ Redick depuis le début des playoffs. Ça fait plutôt peur. Il y a même un Alec Burks qui peut sortir de la boîte au match jeu pour planter 17 points. Ils ont un effectif plus profond que ce qu'on croit. Ils ont une défense qui est toujours aussi efficace et ils ont un coaching staff qui est tellement malin, qui est tellement solide, qui est tellement bon pour s'ajuster d'un match à l'autre que Houston va avoir des problèmes, à mon avis, jusqu'au bout. Ce match 2, c'était pas un accident. Non, on peut penser qu'ils sont aussi éventuellement s'adapter, par exemple, à cette problématique Ingles, c'est qu'il aura peut-être pas autant de shoot facile dans la suite de la série. Donc c'est pour ça que moi je l'annonce peut-être plus incertaine et que je donne quand même plus de crédit à Houston. Et cette thèse de l'accident tient aussi, quoi. Bon, en tout cas, match 3 la nuit prochaine, on suivra ça. Match 3 aussi la nuit prochaine entre les Warriors et les New Orleans Pelicans. J'ai envie de dire que tout va bien plutôt pour le champion en titre qui a facilement gagné les 2 premiers matchs face aux Pelicans, qui n'avaient pas perdu jusqu'à présent, Pleuf, parce qu'on le rappelle, au premier tour, ils avaient sweepé gentiment Portland. Et puis surtout les champions en titre qui ont récupéré Stephen Curry, qui visiblement va bien, Max. Eh bien oui, va bien, mais bon, c'est pas une surprise qu'ils reprennent en étant déjà en grande forme. Hein. On se souvient, en 2016, il avait une blessure similaire, un peu moins grave, il avait été absent moins longtemps. Mais le match de son retour, il avait planté 40 points, dont 17 en prolongation, le record pour un joueur en prolongation. Donc c'est vrai que tous ceux qui gravitent autour de Curry n'étaient pas étonnés de ce retour lors du premier match vraiment à fond. Il a eu besoin de 11 secondes pour planter son premier panier à 3 points après son retour. Donc la question, ça va être un peu sur les prochains matchs, quoi. Est-ce que il a vraiment regagné toute sa mobilité et que ça va lui permettre de jouer son jeu à 100%, à la différence de 2016 où il était encore un petit peu gêné et ce qui lui avait manqué en mobilité avait pesé assez lourd dans la balance sur les playoffs. Question toute simple, Amaury. New Orleans est-il capable d'attraper un match en cette série ? D'empêcher le sweep. Réponse toute simple, oui, je pense. Alors, merci. Autant sur le premier match, il n'y a pas photo, mais le score est trompeur sur le deuxième. Je pense que New Orleans... 121-116. Oui, bon, sachant que New Orleans finit par un 8 ou 7-0 sur la fin de match, mais qui justement est révélateur de l'état d'esprit parfois de Golden State, qui est capable de se déconcentrer et de laisser New Orleans revenir sur une fin de match improbable. Je pense que New Orleans a largement les armes pour rivaliser. Ils ont montré qu'ils avaient le basket, qu'ils savaient exploiter les faiblesses de Golden State en surjouant dans la raquette. Je crois que c'était 60-70 points marqués dans la raquette au match 2. Anthony Davis est au niveau. Tout ce qui leur manque, c'est ce brin de concentration et quelque part un brin de QI basket. À la fin du premier quart-temps, quand Curry rentre et fait sa rentrée pour les Warriors, naturellement les Californiens ils l'abreuvent de ballon pour essayer de le mettre dans le rythme. Et en face, New Orleans, plutôt que de continuer à jouer leur jeu qui faisait qu'ils étaient en tête du match, ils se mettent à shooter 1, 2, 3, 4 tirs à 3 points première intention après remontée de balle. Et ils ratent les 4 parce que déjà ce sont des joueurs qui ne sont pas habitués à prendre ce genre de tir-là. Finalement, ils passent derrière dans le match. C'est ce genre de séquence qui résume à peu près le manque de concentration dont est capable New Orleans. Après, il y a une autre dimension que j'ai trouvée assez flagrante, et les chiffres sont là pour l'attester. Golden State a eu droit à 59 lancers francs tirés en 2 matchs. New Orleans, seulement 20. Pour avoir revu les 2 matchs 2 ou 3 fois, je pense que la différence, elle est pas aussi énorme et que l'arbitrage s'est laissé un peu basculer en faveur de l'équipe à domicile. Et quand on sait que New Orleans, chez lui, ça peut être aussi brillant qu'à Golden State, si ça se rééquilibre, qu'Anthony Davis obtient tous les coups de sifflet qu'il n'a pas eu, notamment sur le match 2 et même sur le match 1, parce que sur le match 2, il tire 0 lancer franc.
Anthony Davis, alors qu'on sait que c'est un joueur qui va au panier, qui provoque, qui va avoir une main sur la sienne. Qui va chercher des fautes. Ouais. Voilà. Donc, s'il récupère 5, 6, 7, 10 dans ses francs, ça se rééquilibre et on entre dans une autre physionomie de match où ça va être du physique et la taille des Pelicans contre l'adresse au tir de Golden State qui peut de temps en temps faillir. Ils ont vraiment besoin de l'arbitrage, Gaëtan, les Warriors, pour sortir les Pelicans? Non, ils ont non, pas. On prête Coriche, en fait, c'est tout. Oui, non, mais je pense ils ont pas besoin de l'arbitrage, c'est sûr. Je pense que bon, après, ce qu'a pointé du doigt Amaury est vrai. Je pense que dans les chiffres, ça se voit. Après, New Orleans est passé d'une équipe de Portland décevante, incapable de mettre quoi que ce soit en place en attaque, à cette machine de guerre et ce rouleau compresseur où ils se prennent des shoots à tir larigot et où au match 2 où ils se disent allez, on va peut-être trouver quelques trucs pour s'ajuster en défense. Qui est-ce qui débarque? Boum, c'est le double MVP, c'est Stephen Curry qui met 28 points en 27 minutes, ou c'est l'inverse. Enfin, quoi qu'il arrive, il a fait un excellent retour. Sur le papier, évidemment que New Orleans a les capacités d'aller prendre 1 ou 2 matchs à domicile en misant comme toujours sur l'énergie. Sur notamment celle de Jrue Holiday qui a beaucoup montré et qui, je pense, est vraiment le levier sur lequel les Pelicans, Gentry et les Pelicans doivent actionner pour faire la différence. Mais sur la durée, ça peut pas tenir. On avait dit que Draymond Green était peut-être celui qui défendait le moins mal de toute la ligue sur Davis parce que Davis était intenable. Pour l'instant, il le montre. Et en plus, de l'autre côté du terrain, il est absolument irréprochable. C'est sans doute le meilleur joueur des Warriors depuis le début de la série. Et puis voilà, après ça va être une série marrante à suivre jusqu'au bout, ne serait-ce que pour le petit duel qui l'oppose, Green à Rondo. C'est quand même passé magnifique Rajon Rondo. Rondo est exceptionnel depuis le début des playoffs. Il a quand même fait ce coup absolument inouï où il s'est essuyé donc la balle contre le visage pour absorber la balle de sa transpiration avant de la redonner à Draymond Green. Enfin, ils se sont fait quelques petits coups qui vont forcément être accentués par l'atmosphère et le public des Pelicans lors des prochains matchs. Donc le suspense sportif, je ne sais pas, mais il va y avoir du spectacle et c'est déjà pas mal. Bon, il y aura là aussi du suspense sportif et du spectacle. Je parle évidemment du Final Four de l'Euroleague, qui est le gros événement basket en Europe, 18 et 20 mai à Belgrade, avec on connaît désormais les 4 équipes qualifiées. Et c'est pas n'importe qui: Real Madrid, CSKA Moscou, Žalgiris Kaunas et Fenerbahçe. Alors Real Madrid, c'est 9 titres, c'est le record tout simplement pour un club en Ligue des Champions ou en Euroleague, et qui devance le CSKA Moscou, 7 titres. Pourquoi je vous parle de cette demi-finale-là, qui sera celle qu'on suivra évidemment avec le plus d'attention? Parce que, évidemment, il y a des Français, il y a Fabien Causeur, il y a Nando De Colo, il y a Léo Westermann, mais il y a surtout au Real Madrid un joueur, champion d'Europe avec la Slovénie, tout juste 19 ans, un prodige, le nouveau Drazen Petrovic peut-être, Luka Doncic, annoncé comme un possible futur numéro 1 de draft la saison prochaine. Max, Doncic, c'est très attendu en NBA ou pas du tout? Ah non, c'est très attendu. Le débat, vous savez, il y a des journalistes ici qui sont un peu plus portés sur l'Europe, d'autres qui sont un peu plus portés sur le basket universitaire. Et donc pour le numéro 1 de la prochaine draft, ça débat beaucoup entre Doncic et puis des joueurs de college basketball. Mais non, l'attention, je pense, va être assez importante de ce côté-ci de l'Atlantique sur ce Final Four, parce que a priori Doncic ne fera pas de workout. Il acceptera aucun workout avec les équipes NBA. En a-t-il besoin? Les équipes aiment bien voir quand même, rencontrer le joueur, le voir évoluer. Elles peuvent venir le voir à Belgrade en direct, non? Il a fait mais cette saison, je rappelle, il a fait des matchs quand même à 41 d'éval, 35 d'éval, c'est 16 points de moyenne. C'est pas Rudy Gobert en Pro A il y a quelques années, ou même Franck Ntilikina avec Strasbourg la saison passée. Non, mais quand vous faites un workout, vous pouvez avoir absolument tout le monde présent dans la salle, tous les scouts, toute la direction, le GM, l'entraîneur. Donc vous pouvez avoir quelque chose un sentiment commun qui se dessine pour l'équipe, alors que pour le staff, alors que même s'il y a des matchs exceptionnels, je dis pas le contraire. Si c'est le scout qui rapporte et puis qu'on regarde à la vidéo, voilà, il y a un côté dans les franchises et un peu dans tous les sports américains où ils aiment bien avoir un contact direct et voir quelque chose de leurs yeux avec un joueur. Donc vu qu'il ne voudra pas venir faire ce genre de workout pendant le mois qui vient avant la draft, c'est sûr que le ou les 2 matchs de ce Final Four seront regardés très attentivement par toutes les directions des équipes, notamment celles qui auront les 1, 2, 3 à la loterie. Après, Max, j'imagine que tu confirmeras ce que je pense, mais le simple fait que Doncic ait 19 ans,
c'est un argument qui déjà suffit à convaincre quand on voit la maturité avec laquelle il joue, le fait que ce soit un leader d'une des plus grandes équipes européennes et derrière qu'il puisse jouer le titre de champion d'Euroleague. Enfin, j'imagine que rien que ça, même s'il n'est pas dans la salle, s'ils ont besoin d'une mixtape, on l'a dit, ils prennent les 30 matchs d'Euroleague plus les matchs de Liga. Enfin, je comprends la nécessité d'avoir un joueur en face, mais là, on a quand même affaire à un prodige, on peut le dire. Donc, face à ça, est-ce qu'il y a vraiment besoin... Enfin, est-ce que tout le monde sera déçu qu'il n'aille pas aux États-Unis ? Je ne dirais pas que ce sera à ce point-là, quand même. En tout cas, il est évidemment favori Doncic pour le titre de MVP de l'Euroleague. Il est favori face à Nando De Colo, qui lui fait partie des tout meilleurs marqueurs, presque 17 points de moyenne. Alors Nando De Colo, c'est le meilleur joueur français d'Europe depuis 3 ou 4 ans maintenant, il n'y a évidemment aucun doute. Il s'est légèrement blessé à la cuisse gauche mi-avril. Il va revenir là tout juste pour ce Final Four. Est-ce que ça va être suffisant pour emmener le CSKA enfin au titre à nouveau, Gaëtan, à ton avis ? Ouais, ça peut être limite déjà parce que De Colo, on n'est pas sûr qu'il puisse revenir d'ici là, on l'espère. Final Four, il commence le 18 mai. On avait annoncé cette blessure à la cuisse gauche à la fin du mois d'avril, mi-fin mois avril, donc on espère que ça va suffire. Maintenant, oui, le Real Madrid, c'est une vraie armada, c'est eux que vont jouer le CSKA en demi-finale. Donc est-ce que le retour de Nando De Colo va suffire ? On l'espère. Il avait fait il y a 2 ans un Final Four absolument exceptionnel dont il était sorti MVP. Il avait tout gagné cette année-là, voilà, meilleur marqueur, MVP, champion, enfin bref, la totale. Voilà, et je pense qu'il va falloir qu'il sorte une performance à peu près similaire pour venir au bout de ce Real Madrid, un brin décevant en saison régulière. Ils ont fait 5e cette saison, qui est mené aussi, il faut le dire, par un Français, Fabien Causer, qui a été titulaire pendant tous les quarts de finale face au Panathinaikos, même s'il a un temps de jeu très réduit, il est titulaire, mais il sort en général assez vite. Ouais, il a un gros quart d'heure. Voilà, et oui, ce Real Madrid, qui malgré tout possède une profondeur assez exceptionnelle, qui est mené donc par ce Luka Doncic. Et puis, si le CSKA veut passer, il risque en finale de retrouver le tenant du titre, le Fener, et c'est quand même pas du gâteau. Le Fener a fait 2 et du coup, pour rebondir sur cette série, quand même, je rappelle que dans la saison régulière, le Real a battu le CSKA de 13 points à l'aller et le CSKA s'est imposé ensuite de 6 au retour. Dans ces 2 duels, Nando De Colo n'a pas été forcément très très bon, alors que Luka Doncic l'a été. Et pour citer notre estimé collègue Arnaud Lecomte, il avait rappelé, quand il avait annoncé la blessure de Colo, que ce dernier avait mis plus d'1 mois à revenir de la même blessure sur la précédente. Donc, moi, je serais le CSKA, je ne mettrais pas tous mes œufs dans le panier de Colo parce qu'on n'est pas sûr que ça tienne. Et en plus de ça, ils ont un Kyle Hines qui est aussi diminué. Donc, est-ce qu'on pourrait presque dire que le CSKA est outsider sur cette demi ? Moi, j'en suis partisan, quoi. CSKA 24 victoires, 6 défaites sur la saison d'Euroleague, mais j'aimerais surtout qu'on fasse un petit focus sur le Žalgiris Kaunas, le club lituanien qui va participer pour la 3e fois au Final Four, qui est mené par un génie du jeu, un ancien génie du jeu, il ne joue plus, Arūnas Jasikevičius, 4 victoires en Euroleague avec 3 clubs différents, champion d'Europe en 2003 avec la Lituanie. Il y a un Français d'ailleurs qui joue à Kaunas, Axel Topan. Est-ce que, à votre avis, Kaunas a les armes pour aller être l'un des champions d'Europe les plus inattendus de l'histoire ? S'ils arrivent au bout, en tout cas, ça le serait. C'est déjà une très belle surprise qu'ils aient réussi à sortir l'Olympiakos au premier tour. L'Olympiakos avait fait 3e, je rappelle, de la saison régulière. Je pense que Jasikevičius, le sorcier, a encore réussi à avoir son impact comme il l'avait en tant que joueur. Il a gagné 4 fois cette compétition en tant que joueur. Il a quand même réussi, rien que cette qualification pour le Final Four est en soi une énorme performance. Kaunas a un bel effectif, mais qui n'est pas comparable à celui des 3 autres, ni en termes de moyens, ni en termes de qualité, de moyens financiers, je parle. Oui, il est mené par un Français, Axel Topan, donc qui avait tenté l'aventure américaine l'an passé. Il avait fait la G-League, il est passé par Milwaukee, par New Orleans. Et puis finalement, il a dit non, je rentre en Europe, je vais dans un grand club qui veut jouer l'Euroleague. Paris gagnant, ça marche très bien. Il est à 7 points en 15 minutes cette saison. C'est plutôt une belle performance. Oui, c'est un joueur plutôt au profil défensif. Voilà, exactement. C'est un joueur qui correspond bien en tout cas à la mentalité européenne. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça qu'il a eu des limites aux États-Unis parce qu'on lui a donné sa chance, mais c'est vrai qu'il n'était pas ce genre de joueur qui allait forcément
faire des chiffres, briller et puis réussir à sur un match se sublimer pour convaincre un scout ou un coach de dire ok, lui j'en ai besoin. Par contre dans le groupe de Jesse Kivicius il n'y a aucun problème. Et puis groupe de Kaunas qui est mené par un Américain, Brandon Davis, qui l'an passé était à Monaco. C'était l'un des meilleurs joueurs de l'AS Monaco, actuel leader de Jeep Elite et à qui on souhaite une très belle réussite d'ailleurs au Final Four de Ligue des Champions qui commence ce soir. Oui, parce que la Coupe d'Europe de basket, c'est un peu comme un millefeuille, il y en a à tous les étages. Exactement. Messieurs, merci beaucoup pour ce tour d'horizon complet. Max, merci beaucoup. Bonne journée à toi à New York. Merci, bonne journée à vous, bonne soirée à vous. Amaury, Gaëtan, merci beaucoup. À très vite. À la prochaine. Ciao. À la semaine prochaine.